Olivia de Havilland n'était pas seulement une icône hollywoodienne, mais aussi une contestatrice de l'ordre établi. En 1944, elle a intenté un procès à Warner Brothers, une décision audacieuse qui allait changer l'industrie cinématographique pour toujours. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière son apparence élégante, Olivia cachait des secrets choquants, des conflits féroces avec sa sœur, une relation mystérieuse avec le milliardaire Howard Hughes, et des actions qui ont laissé Hollywood pantois. Qui était Olivia de Havilland? Était-elle une héroïne de cinéma ou une manipulatrice hors pair de l'opinion publique? Découvrons la vérité cachée derrière la femme qui a dominé Hollywood pendant plus de 7 décennies. Enfance malheureuse. Olivia de Havilland est née le 1er juillet 1916 à Tokyo, au Japon. Ses parents, Walter et Lillian, étaient tous deux anglais et s'étaient installés au Japon pour leur travail. Walter était professeur et avocat spécialisé dans les brevets, tandis que Lillian avait été une actrice talentueuse avant d'abandonner sa carrière pour élever sa famille. La famille vivait dans une grande maison de style occidental au cœur du Tokyo traditionnel, où Olivia a grandi entourée d'un mélange de cultures. Le son des cloches des temples japonais et les berceuses que lui chantait sa mère en anglais. Cependant, leur vie apparemment paisible ne tarde pas à sombrer dans le chaos. Le mariage de Walter et Lillian est devenu tendu lorsque des rumeurs d'infidélité de Walter sont apparues. Lillian s'est sentie encore plus seule et moins sûre d'elle en s'adaptant à la vie dans un pays étranger. Walter propose d'envoyer Olivia vivre dans une famille japonaise pour qu'elle apprenne la culture locale, ce qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Lillian décide alors de quitter le Japon avec ses 2 filles, Olivia et sa jeune sœur, Joan, pour commencer une nouvelle vie. En 1919, elle a secrètement embarqué les enfants sur un bateau pour San Francisco, laissant Walter derrière elle pour toujours. La vie en Californie n'est pas facile. Lillian devient mère célibataire dans un pays complètement étranger. Désireuse de créer une vie stable pour ses enfants, elle décide de s'installer à Saratoga, une petite ville au sud de San Francisco, où l'air frais fait du bien à Joan, souvent malade. Pour gagner sa vie, Lillian commence à enseigner le théâtre, mettant à profit ses compétences d'actrice. C'est dans cet environnement qu'Olivia découvre sa passion pour les arts du spectacle. Elle suit les cours de sa mère avec beaucoup d'intérêt et, peu à peu, son amour pour la scène grandit. Au cours de sa scolarité, Olivia fait preuve d'excellents talents d'actrice. À l'âge de 14 ans, elle a été choisie par son professeur pour jouer le rôle principal dans la pièce Alice au Pays des Merveilles. C'est une expérience magique qui fait ressentir à Olivia la liberté et la vitalité d'être sur scène. Mais cette passion n'est pas soutenue par tout le monde. Son beau-père, George Fontaine, ne prenait pas le théâtre au sérieux et pensait que c'était une perte de temps. Il lui demande d'abandonner le théâtre, mais Olivia refuse. Lorsque Fontaine lui a posé un ultimatum, soit elle abandonne le théâtre, soit elle quitte la maison, elle a décidé de partir. Olivia a emménagé dans une famille d'amis et a continué à poursuivre sa passion dans le théâtre local. Sa persévérance finit par payer. À l'âge de 18 ans, elle se produit dans une production du Songe d'une nuit d'été dans le rôle d'Hermia dans un petit théâtre. Ce jour-là, un assistant du célèbre metteur en scène Max Reinhardt, qui cherchait de nouveaux talents pour une production à grande échelle au Hollywood Bowl, se trouvait dans le public, impressionné par les capacités d'Olivia. L'assistant lui a demandé d'être la doublure d'Hermia pour la production principale. La chance a souri à Olivia. Une semaine avant la première, l'actrice principale et sa doublure se retirent de la production. Olivia a eu l'occasion de monter sur scène le 15 septembre 1934 et sa performance exceptionnelle a fortement impressionné Reinhardt. Peu après, la Warner Brothers lui propose de réaliser une version cinématographique du Songe d'une nuit d'été et il confie sans hésiter le rôle d'Hermia à Olivia. Au départ, Olivia n'était pas certaine d'entrer dans l'industrie cinématographique. Elle rêvait de devenir enseignante. Mais grâce à la persuasion de Reinhardt et d'un producteur de Warner Brothers, elle a signé un contrat de 5 ans avec le studio, avec un salaire de départ de seulement $200 par semaine. Pas une somme énorme à l'époque, mais suffisante pour marquer le début d'un voyage incroyable. Être une nouvelle venue à Hollywood n'a pas été facile. Les premiers jours d'Olivia sur le plateau de tournage ont été stressants. Lors de sa première audition pour le Songe d'une nuit d'été, sa robe ne lui allait pas et s'est presque déchirée sur le plateau. Olivia a dû épingler la robe pour pouvoir terminer l'audition.
Sa voix a également été critiquée par le studio, qui l'a jugée trop douce et lente, à tel point qu'il a engagé un coach pour l'aider à développer une voix plus forte. Mais rien de tout cela ne l'a découragé. Le film « Le songe d'une nuit d'été », sorti en 1935, a marqué un tournant dans la carrière d'Olivia. Le film disposait d'un budget considérable, réunissait de nombreuses stars et était présenté en grande pompe. Bien qu'Olivia soit si nerveuse qu'elle trébuche sur le tapis rouge, sa prestation fait forte impression. Les critiques ont loué ses talents naturels d'actrice et presque du jour au lendemain. Olivia de Havilland est devenue un nom recherché à Hollywood. Sa carrière décolle. Mais ce n'est que le début d'un parcours tumultueux qui verra Olivia non seulement prouver son talent, mais aussi affronter les grands de l'industrie cinématographique. Quelques années plus tard, elle fera ce qu'aucune autre actrice n'a jamais fait. Poursuivre Warner Brothers, une bataille juridique qui changera Hollywood pour toujours. Avancement de la carrière. Après l'immense succès du songe d'une nuit d'été, Olivia de Havilland devient rapidement une actrice recherchée par la Warner Bros. Cependant, sa carrière décolle en 1935, lorsqu'elle joue aux côtés d'Errol Flynn dans Captain Blood. Olivia n'avait que 19 ans à l'époque, tandis que Flynn était un acteur pratiquement inconnu, âgé de 26 ans, et il a été engagé à la dernière minute après le désistement d'un autre acteur. Warner Brothers a parié sur ce duo et elle a eu raison. Dès les premières scènes, l'alchimie entre Olivia et Flynn était évidente. Ils avaient une énergie ludique et un charme naturel auquel le public ne pouvait résister. Lorsque Captain Blood est sorti en salle, il a connu un énorme succès, rapportant plus de 1,35 million de dollars, une somme colossale pour l'époque. Les critiques ont salué les deux performances. Ed Warner Bros. S'est rendu compte qu'elle avait entre les mains un couple en or à l'écran. Bien qu'Olivia ait admis plus tard qu'elle avait des sentiments pour Flynn, celui-ci était marié à l'époque et leur relation est restée strictement professionnelle. Cependant, la tension tacite qui régnait entre eux rendait leur film d'autant plus intéressant. Après le succès de Captain Blood, Olivia et Flynn ont travaillé ensemble dans 8 autres films, notamment Les Aventures de Robin des Bois, 1938, Olivia, The Incarnate Maid Marian, tandis que Flynn joue Robin des Bois. Le film, tourné en Technicolor, est devenu l'un des plus grands succès des années 1930, rapportant 4 millions de dollars au box-office et remportant 3 Oscars. Le public a adoré ce duo dynamique, et leurs performances ont fait d'eux l'un des couples les plus appréciés à l'écran d'Hollywood. Le dernier film qu'Olivia et Flynn ont tourné ensemble est They Died with Their Boots On, 1941. L'un des moments les plus touchants du film est celui où le personnage de Flynn dit à Olivia « Traverser la vie avec vous, madame, est une chose très gentille. Il ne s'agit pas seulement d'une phrase de caractère, mais aussi d'un adieu à leur partenariat légendaire. Bien qu'Olivia ait connu une carrière fructueuse avec Flynn, elle ne voulait pas être confinée à des rôles de femme douce et belle. Elle souhaitait des rôles plus stimulants. Et c'est en 1939 qu'elle s'est fait connaître en interprétant Melanie Hamilton dans Autant en emporte le vent. Au départ, Warner Brothers ne voulait pas permettre à Olivia de participer au projet parce qu'il s'agissait d'un film de la MGM. Ne voulant pas abandonner, Olivia s'est adressée directement à Anne Warner, la femme de Jack Warner, pour la convaincre de l'aider. Grâce à l'intervention d'Anne, Olivia est prêtée à la MGM et obtient le rôle. Autant en emporte. Le vent est sorti à la fin de l'année 1939 et est rapidement devenu un phénomène culturel, rapportant plus de 32 millions de dollars, un chiffre sans précédent à l'époque. L'interprétation de la gentille et compatissante Mélanie par Olivia lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Bien qu'elle n'ait pas gagné, cette reconnaissance a cimenté son statut d'actrice de premier plan à Hollywood. Après le succès d'Autant en emporte le vent, Olivia n'est plus confinée à des rôles innocents et dépendants. Elle a continué à se surpasser en jouant des rôles plus complexes, notamment dans Hold Back the Dawn 1941, un film émouvant sur une Américaine qui se fait piéger en épousant un immigrant. Ce rôle lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Bien qu'elle ait été battue par sa sœur Joan Fontaine, Olivia a prouvé qu'elle était une actrice talentueuse dotée d'une réelle profondeur de jeu. Au début des années 1940, Olivia est l'une des stars les mieux payées d'Hollywood.
avec un salaire annuel de 400 000 $. Une fortune à l'époque. Mais le succès s'accompagne de déceptions. Warner Brothers lui confie régulièrement des rôles qui ne sont pas à la hauteur de son talent. Et elle commence à se sentir étranglée par son contrat à long terme avec le studio. Le véritable combat d'Olivia contre Warner Bros. Est sur le point de commencer. Elle décide de se battre contre le système draconien de contrat d'Hollywood, une décision qui changera à jamais toute l'industrie cinématographique. Le procès du siècle. À l'époque, Hollywood fonctionnait selon un système contractuel strict appelé système des studios. Les grands studios comme Warner Bros., MGM et Paramount contrôlaient l'ensemble de la carrière des acteurs. Ils décidaient qui jouerait quel rôle, où ils apparaîtraient et même à quoi ressembleraient les stars. Les acteurs qui osaient résister s'exposaient à de graves conséquences, allant de la suspension sans salaire au bannissement de l'industrie. Pour Olivia de Havilland, ce système devient un obstacle majeur. Si elle refuse un rôle proposé par le studio, celui-ci suspend son contrat sans rémunération. De plus, ces suspensions étaient ajoutées au contrat initial, liant les acteurs au studio plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu. Cette tactique permettait de garder les stars sous contrôle, incapables de chercher librement des opportunités en dehors de l'industrie. Entre 1939 et 1943, Olivia a été suspendue par Warner Bros. Pour un total de 25 semaines. L'une des suspensions les plus importantes a eu lieu en 1942, lorsqu'elle a refusé de jouer dans le film Gentleman Jim. Bien que le rôle ait finalement été attribué à une autre actrice, le studio a renouvelé son contrat, démontrant ainsi le niveau de contrôle qu'il exerçait sur ses acteurs. Cette suspension a également contraint Olivia à renoncer à jouer dans d'autres films notables tels que The Gay Sisters et George Washington Slept Here. Les conflits constants avec Warner Bros. Olivia se sent prise au piège. En 1943, elle pensait avoir terminé son contrat de 7 ans. Mais le studio affirmait qu'elle lui devait encore 6 mois en raison de suspensions antérieures. Ne voulant pas accepter cette injustice, Olivia décide de se battre. Elle s'adresse à l'avocat Martin Gang, qui découvre une ancienne loi californienne stipulant qu'aucun contrat de travail individuel ne peut durer plus de 7 ans. Il s'agit d'une découverte importante, car aucun acteur n'avait jamais utilisé cette loi contre un studio auparavant. En août 1943, Olivia a intenté un procès à Warner Bros. Il s'agit d'une démarche audacieuse et risquée. À l'époque, aucun acteur n'avait jamais défié un grand studio de cette manière et gagné. Pendant la durée du procès, Olivia n'a pas pu travailler, ce qui l'a obligée à vivre de ses économies. Au lieu d'attendre en silence, elle a passé son temps à faire du bénévolat dans des hôpitaux militaires, rendant visite à des soldats blessés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela lui a permis de garder le moral et de renforcer son image publique. Warner Brothers n'est pas restée inactive. Ils ont essayé de salir Olivia, la qualifiant de gâtée et d'ingrate, mais elle est restée calme face à la pression. Lorsqu'on lui a demandé au tribunal si elle avait refusé de travailler, elle a simplement répondu « J'ai refusé ». Sa grâce et sa détermination ont laissé une impression durable sur le public et la magistrature. En mars 1944, le tribunal donne raison à Olivia. Il a déclaré que Warner Bros. Ne pouvait pas prolonger son contrat au-delà de 7 années civiles. Le studio a fait appel. Mais en décembre 1944, la Cour d'appel de Californie a confirmé le jugement, comparant les actions de Warner Bros. À l'esclavage moderne, de l'esclavage moderne. Lorsque la Cour suprême de Californie refuse d'entendre l'affaire, la victoire d'Olivia devient définitive. Il s'agit d'un moment charnière dans l'histoire d'Hollywood. Auparavant, les studios exerçaient un contrôle quasi absolu sur leurs acteurs. Mais après le procès d'Olivia, tout a changé. Aucun studio ne pouvait garder un acteur sous contrat pendant plus de 7 ans, quoi qu'il arrive. Cela a donné aux acteurs plus de liberté pour choisir leur rôle et négocier de meilleurs contrats. En 1979, Olivia Newton-John a même utilisé cette loi pour se dégager de son contrat d'enregistrement avec MCA Records. Bien que le procès ait éloigné Olivia de l'écran pendant 2 ans, il n'a pas nui à sa carrière. En 1946, elle revient à l'écran avec une brillante performance dans To Each His Own, un film sur le parcours émotionnel d'une femme entre la jeunesse et l'âge adulte, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice en 1947. Ce rôle lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice en 1947.
Ce succès prouve non seulement ses talents d'actrice, mais confirme également que son combat pour de meilleurs rôles était bien mérité. Olivia a continué à se dépasser en jouant des rôles profonds, comme dans The Snake Pit, 1948, un film choquant sur les conditions de vie difficiles dans les hôpitaux psychiatriques. Ce film lui a non seulement valu de nombreuses récompenses, mais a également contribué à modifier les lois sur les soins de santé mentale dans 13 États américains. Olivia atteint le sommet de sa carrière en 1949 avec L'Héritière. Elle y incarne Catherine Sloper, une jeune femme timide mais au caractère bien trempé. Ce rôle lui a valu un deuxième Oscar en 1950, consolidant ainsi son statut d'actrice parmi les plus grandes d'Hollywood. Olivia de Havilland n'était pas seulement une actrice brillante, mais aussi une pionnière qui a changé le visage d'Hollywood pour toujours. Sa bataille juridique lui a non seulement été bénéfique, mais elle a également ouvert la voie à des générations d'acteurs à venir. Mais au-delà de sa carrière, Olivia avait une autre histoire remarquable, sa relation avec sa sœur, Joan Fontaine. Toutes deux étaient des actrices talentueuses, mais elles entretenaient une relation compétitive et tendue. Leur rivalité ne s'est pas seulement manifestée à la maison, mais aussi sur la scène des Oscars, où elles sont devenues les seules sœurs de l'histoire à remporter un Oscar ensemble. Cependant, leur relation n'a pas été heureuse et leurs conflits ont duré des décennies. La compétition entre deux sœurs. Olivia de Havilland et Joan Fontaine étaient deux des actrices les plus talentueuses et les plus couronnées de succès de l'âge d'or d'Hollywood. Cependant, en dehors de la scène, elles étaient célèbres pour leur relation tumultueuse, qui a duré presque toute leur vie. La querelle entre les deux sœurs n'était pas simplement une question de rivalité professionnelle, mais découlait également d'une profonde blessure et de malentendus qui remontaient à l'enfance. Olivia de Havilland est née en 1916 et Joan Fontaine est née 15 mois plus tard, en 1917. Dès leur plus jeune âge, les deux sœurs sont opposées l'une à l'autre. Leur famille, leurs amis et même leurs parents les comparent souvent l'une à l'autre. Olivia est souvent considérée comme belle, douce et discrète, tandis que Joan est perçue comme plus intelligente, plus vive et un peu dure. Ces étiquettes ont involontairement créé une distance entre elles. Leur mère, Lillian Fontaine, ancienne actrice de théâtre, était très stricte. Elle a élevé ses deux filles pour qu'elles soient de parfaites dames et a strictement contrôlé leur carrière. Cependant, elle semble préférer Olivia, ce qui fait que Joan se sent exclue. Leur relation est devenue encore plus tendue lorsque leur beau-père, George Fontaine, a constamment comparé les deux sœurs et a exacerbé leur rivalité. Les conflits entre Olivia et Joan ne portaient pas seulement sur des questions familiales, mais débouchaient aussi sur de véritables bagarres. Selon de nombreuses sources, Olivia a poussé Joan dans la piscine, lui brisant la clavicule. De son côté, Joan a également admis que lorsqu'elle était enfant, elle avait eu l'idée de blesser Olivia pour se venger. Olivia et Joan avaient toutes deux le même rêve, devenir actrice. Cependant, leur mère pensait qu'une seule d'entre elles pouvait poursuivre cette carrière. En tant qu'aînée, Olivia a été encouragée à jouer en premier. Joan, bien que passionnée elle aussi, a dû attendre l'âge adulte pour poursuivre seule son rêve. Alors qu'Olivia commence sa carrière cinématographique dans les années 1930 et s'impose progressivement comme Melanie Hamilton dans le film légendaire Autant en emporte le vent, 1939. Joan n'a pas encore trouvé sa place, mais elle ne se laisse pas distancer par sa sœur. Elle auditionne et finit par obtenir le rôle principal dans Rebecca, 1940, d'Alfred Hitchcock, un rôle qu'Olivia attendait depuis longtemps. Le succès de Rebecca catapulte Joan parmi les plus grandes actrices d'Hollywood, au même titre qu'Olivia. Les choses se sont précipitées en 1941 lorsque les deux sœurs ont été nominées pour l'Oscar de la meilleure actrice. Olivia pour Hold Back the Dawn et Joan pour Suspicion. La soirée de remise des prix fut un moment dramatique dans l'histoire du cinéma. Lorsque le nom de Joan a été annoncé comme lauréate, Olivia a semblé déçue. Certaines sources affirment qu'Olivia a refusé de serrer la main de sa sœur pour la féliciter. D'autres affirment que Joan elle-même a ignoré les félicitations d'Olivia. Non seulement elles s'affrontaient dans leur carrière, mais aussi dans leur vie privée. En 1946, Joan a fait une remarque sarcastique sur le mari d'Olivia, Marcus Goodrich. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il a eu 4 femmes et qu'il a écrit un livre.
Dommage que ce ne soit pas dans l'ordre inverse. Cette déclaration a tellement irrité Olivia qu'elle a coupé les ponts avec Joanne pendant de nombreuses années. Malgré la distance qui les sépare, leur querelle continue de faire surface en public. Lors de la cérémonie des Oscars de 1947, Olivia a remporté le prix To Each His Own. Lorsque Joanne est venue la féliciter, Olivia s'est détournée, ignorant la poignée de main de sa sœur. La scène est filmée et fait rapidement la une des journaux. Cette scène a renforcé leur image de sœurs en désaccord à Hollywood. En 1975, à la mort de leur mère, Joanne a accusé Olivia de l'avoir délibérément tenue dans l'ignorance du décès de sa mère, l'empêchant ainsi d'arriver à temps pour lui dire adieu. Olivia nie les accusations, qualifiant les dires de Joanne de drame inutile. Au lieu d'être l'occasion d'une réconciliation, les funérailles n'ont fait que creuser le fossé qui les séparait. La dernière fois qu'elles sont apparues ensemble en public, c'était lors de la cérémonie des Oscars de 1978. Bien qu'elles aient partagé la même scène, elles n'ont pas semblé avoir d'interaction. Joanne Fontaine est décédée en 2013 à l'âge de 96 ans. Olivia a publié une brève déclaration exprimant sa tristesse, mais n'a pas rendu d'autres hommages à sa sœur. Bien qu'elle n'ait pas donné de détails, il semble qu'Olivia n'ait jamais pardonné à Joanne. Olivia a survécu à sa sœur de près de 7 ans, décédant en 2020 à l'âge de 104 ans. Bien qu'elles aient toutes deux eu une carrière illustre et laissé une trace durable dans l'histoire du cinéma, leur querelle de toujours a souvent éclipsé leur succès. En fin de compte, la relation entre Olivia de Havilland et Joanne Fontaine reste l'une des plus controversées d'Hollywood. Malgré les nombreuses spéculations publiques, seules les deux personnes concernées savent vraiment ce qui s'est passé entre elles. Malheureusement, elles ont emporté ce secret dans leur tombe. Outre sa brillante carrière à l'écran, qu'y a-t-il de particulier dans la vie privée d'Olivia de Havilland? Quels sont les hauts et les bas qu'elle a connus en dehors des projecteurs d'Hollywood? Explorons les aspects les moins connus de cette femme talentueuse. Une vie personnelle pleine de ruptures. Sa première rencontre avec Howard Hughes, millionnaire excentrique et célèbre, a eu lieu en 1939. Howard était tellement déterminé à la conquérir qu'il a fait toutes sortes de gestes extravagants et inattendus pour l'impressionner. À un moment donné, il a même fait atterrir son propre jet sur une plage proche de sa résidence, ce qui a horrifié les habitants du quartier. En outre, Howard a offert à Olivia des cadeaux extravagants, dont une magnifique bague de fiançailles en émeraude pesant 5 carats. Cependant, leur idylle n'a pas duré très longtemps. Howard était une personne très autoritaire. Olivia avait l'impression qu'il la surveillait et elle soupçonnait même qu'il avait écouté son téléphone. L'événement le plus malheureux s'est produit lorsque Howard a été impliqué dans un accident de voiture catastrophique et que, pour une raison ou une autre, il a tenté de rejeter la responsabilité sur Olivia. Il a prétendu que l'accident s'était produit parce qu'elle avait refusé de l'accompagner chez le dentiste. Olivia avait atteint ses limites avec lui, en rendant tous les cadeaux, y compris la bague d'émeraude. Elle a mis fin à leur relation alors qu'il était encore à l'hôpital. Elle a démontré sa force en prenant une décision audacieuse. À la fin des années 1930, la vie d'Olivia s'est améliorée lorsqu'elle a entamé une relation amoureuse avec Jimmy Stewart. Lorsque Jimmy accompagne Olivia à la première d'OTAN en Emporte le vent en 1939. C'est le début de leur relation. Ils commencent à se fréquenter. Contrairement à la majorité des relations hollywoodiennes, la leur fut simple et agréable. Jimmy était pilote et il a même permis à Olivia d'apprendre à voler. Son activité préférée était de voler avec lui, et elle appréciait son habileté. Cependant, leur idylle n'a pas duré très longtemps. Alors que leurs professions respectives commençaient à décoller, Jimmy s'est engagé dans l'armée en 1941, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'ils ne soient pas restés ensemble jusqu'à la fin de leur vie, Olivia et Jimmy sont restés amis tout au long de leur vie. Quelques années plus tard, elle a refusé de jouer dans le film It's a Wonderful Life parce qu'elle pensait qu'il serait inconfortable pour elle de jouer aux côtés de son ex-petite amie. La relation d'Olivia avec le réalisateur John Huston a été la plus intense et la plus dramatique de toutes celles qu'elle a eues dans sa vie. Alors qu'ils travaillaient tous deux sur le film In This Our Life en 1941, ils ont développé des sentiments l'un pour l'autre. Bien que John soit marié, sa femme et lui n'arrivent pas à se séparer. Leur relation est devenue un sujet de conversation à Hollywood, d'autant plus qu'Olivia était connue pour sa gentillesse et sa formalité.
Beaucoup de gens ont été surpris de les voir vivre ensemble ouvertement à la fin du tournage. Cependant, John était un homme sauvage. Il avait la réputation de fréquenter un grand nombre de femmes et de boire beaucoup d'alcool. Leur relation a connu des hauts et des bas. Lorsque Errol Flynn, l'ancien partenaire d'Olivia, fait une déclaration virulente à son sujet lors d'une soirée, bien des années plus tard, c'est l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire. Furieux, John s'en prend à Errol et la bataille dégénère en violente altercation. Les deux hommes ont été transportés à l'hôpital, Errol souffrant de côte cassée et John d'une fracture du nez, entre autres blessures. Olivia de Havilland fait ses premiers pas dans la vie conjugale le 26 août 1946, lorsqu'elle se marie avec l'Américain Marcus Goodrich. Marcus, journaliste et auteur ayant servi dans la marine, avait 18 ans de plus qu'Olivia et avait déjà été marié 4 fois au cours de sa vie. Leur mariage n'a pas démarré sur les chapeaux de roue. Le fait que Marcus ait la mèche courte et tente d'exercer un contrôle sur Olivia n'est pas compatible avec la personnalité autonome de cette dernière. Benjamin, leur fils, naît malgré tout en 1949. Olivia est obsédée par l'idée de devenir mère et consacre tous ses efforts à l'éducation de son fils. Cependant, sa vie avec Marcus devient de plus en plus difficile, malgré son désir de la faire fonctionner. En raison des vœux qu'elle a prononcés lors de leur mariage religieux, elle éprouve un sentiment d'enfermement. Bien qu'elle ait envisagé de divorcer, elle pensait que c'était impossible. Elle a demandé conseil à un prêtre, mais rien n'a changé lorsqu'elle s'est entretenue avec lui. À la fin, les choses ont atteint un niveau absurde. En 1952, Olivia décide qu'elle ne peut plus cohabiter avec Marcus. Dans sa demande de divorce, elle a déclaré qu'il avait été mentalement violent. En 1953, leur mariage est officiellement terminé. Le cœur d'Olivia a été brisé par cet incident, mais elle a gardé sa force pour Benjamin. Elle a fait beaucoup d'efforts pour lui offrir un environnement sûr, car il est devenu l'aspect le plus important de sa vie. Quelques années plus tard, lors du Festival de Cannes, en 1953, Olivia a l'occasion de rencontrer Pierre Galanté, qui travaille comme rédacteur pour Paris Match. Tombées amoureuses l'une de l'autre, Olivia l'épouse en 1955 et Lauren Dollywood se crée une nouvelle vie à Paris, où elle s'est installée. Olivia est ravie de ce changement. Apprendre le français, s'imprégner de la culture et s'assimiler à la société parisienne sont autant de choses qu'elle a faites. En 1956, elle donne naissance à sa fille Gisèle et à Pierre. Olivia est soulagée de pouvoir l'élever en France, loin des obligations liées à la célébrité. Ce mariage n'est cependant pas sans difficulté. Pierre était souvent absent en raison de son emploi du temps chargé et ils n'étaient pas toujours d'accord l'un avec l'autre. La décision de se séparer a été prise en 1962, et c'est avec surprise qu'ils n'ont pas divorcé. Plus tard, Olivia a exprimé son accord avec le concept de rester ensemble par choix plutôt que par la loi. Gisèle a été élevée par les deux et elles sont restées très amies. C'est Olivia qui s'est occupée de Pierre après sa maladie dans les années 1990 et qui a continué à le faire jusqu'à sa mort en 1998. Il était clair qu'ils avaient encore un lien fort en raison de sa loyauté et de sa gentillesse. Le bien-être des enfants d'Olivia a toujours été sa première préoccupation. Benjamin, le fils de son premier mariage, était l'objet de son adoration. Un jour, elle a déclaré que Benjamin était l'aspect le plus important de mon existence. Elle l'a accompagné tout au long de son parcours lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer alors qu'il était adolescent, pour l'aider à se rétablir. Elle l'a accompagné dans plusieurs thérapies et les a toutes essayées. Le décès tragique de Benjamin est survenu en 1991, alors qu'il était âgé de 41 ans. Olivia en a eu le cœur brisé et a dit qu'il s'agissait de la pire chose qui soit jamais arrivée à un individu. C'est au cours de son second mariage qu'elle a donné naissance à sa fille Gisèle, qui a été élevée en France. Elle a pu mener une vie normale grâce au travail acharné d'Olivia. Vous êtes-vous déjà demandé comment une femme qui était une icône d'Hollywood pouvait vivre au-delà de la fleur de l'âge? Olivia de Havilland, avec sa force et sa résilience, a non seulement laissé sa marque dans l'histoire du cinéma, mais a également laissé des histoires inspirantes sur sa vie personnelle, ses luttes incessantes et ses décisions audacieuses. Même à l'âge de 101 ans, découvrez le parcours de sa vie, depuis ses jours de gloire à Hollywood jusqu'à sa vie tranquille mais vibrante à Paris.
où elle a trouvé la paix dans ces dernières années. Ne jamais cesser de se battre. Olivia de Havilland, connue non seulement comme une icône hollywoodienne, mais aussi comme une femme forte, a toujours conservé son indépendance et son respect de soi. Elle a un jour exprimé le souhait que sa fille Gisèle puisse se forger sa propre identité et ne soit pas seulement la fille d'une grande star. Bien que Gisèle ait parfois eu du mal à supporter l'ombre de sa mère, elles ont toujours entretenu une relation très étroite. Olivia a toujours encouragé sa fille à être indépendante, à ne pas se laisser dominer par sa célébrité, et elle a accordé une grande attention à l'éducation de Gisèle. Olivia a été particulièrement heureuse lorsque Gisèle a eu son enfant et est devenue grand-mère. Elle a partagé un jour avec un bonheur sans bornes. Être grand-mère, c'est encore mieux qu'être mère. On peut profiter de toutes les joies sans les responsabilités. À 100 ou non, Olivia est non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une femme qui ne cesse de se battre. L'un des exemples les plus évidents de son esprit indomptable s'est produit le 30 juin 2017, lorsqu'elle a décidé de poursuivre en justice FX Networks et les producteurs de la série télévisée Feud, Bette and Joan. La série, dans une scène, présentait l'Olivia, jouée par Catherine Zeta-Jones, comme une commère. Olivia, qui a toujours été discrète et respectueuse de la vie privée des autres, a estimé que cette image était totalement inappropriée pour elle. Elle a été particulièrement blessée lorsque son personnage dans la série a fait des commentaires grossiers sur sa sœur Joan Fontaine et son défunt mari Frank Sinatra. Olivia n'a pas hésité à porter l'affaire devant les tribunaux, affirmant que la série lui avait causé une détresse émotionnelle et avait terni sa réputation. Elle a également affirmé que les producteurs de l'émission auraient dû lui demander sa permission avant d'utiliser son image et lui verser des droits d'auteur. L'affaire a soulevé des questions importantes concernant la liberté de création des cinéastes et la protection de la vie privée de personnages historiques réels, en particulier lorsqu'ils sont encore en vie. Bien que le tribunal ait statué en sa faveur au début de l'année 2018, estimant que l'émission était protégée par la liberté d'expression, la démarche d'Olivia témoigne de sa détermination, même à l'âge de 101 ans. Olivia a vécu la plupart des années qui lui restaient à vivre en paix à Paris, ville où elle s'était installée en 1953 après avoir épousé le journaliste français Pierre Galante. Paris n'était pas seulement sa maison, mais aussi son refuge, où elle pouvait vivre à l'abri d'une surveillance excessive. La maison parisienne d'Olivia était élégante et remplie de souvenirs de l'âge d'or d'Hollywood, notamment les 2 Oscars qu'elle a remportés. Elle aimait organiser de petites réunions où elle pouvait rencontrer des amis proches et des personnalités culturelles, combinant le charme de l'Hollywood classique avec une touche européenne distincte. Lorsqu'Olivia s'est éteinte le 26 juillet 2020, à l'âge de 54 ans, elle n'a pas seulement mis fin à un chapitre de sa vie, mais a également marqué la fin d'un âge d'or dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Malgré des relations compliquées et des batailles juridiques tout au long de sa vie, Olivia a toujours conservé sa dignité et sa force. Ses réalisations ont été reconnues non seulement par l'industrie cinématographique, mais aussi par la société. En 2003, à l'âge de 92 ans, Olivia s'est vue décerner la médaille nationale des arts par le président George W. Bush en reconnaissance de sa grande contribution à l'industrie cinématographique. 2 ans plus tard, en 2005, elle a reçu la Légion d'honneur française, la plus haute distinction du pays, soulignant son rôle dans les arts et ses liens de longue date avec Paris. En 2017, la reine Elisabeth II l'a élevée au rang de dame, devenant ainsi la personne la plus âgée à recevoir cet honneur. Olivia a également été honorée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences lors d'une cérémonie spéciale, en hommage à sa contribution au cinéma et aux victoires majeures qu'elle a remportées lors de la célèbre bataille juridique de 1944 qui a ouvert la voie à une plus grande liberté et à un meilleur contrôle de leur carrière par les acteurs. Ces décisions audacieuses ont contribué à changer l'industrie cinématographique et ont laissé une marque indélébile dans l'histoire d'Hollywood. Avez-vous jamais pensé qu'à l'âge de 101 ans, quelqu'un comme Olivia de Havilland pouvait encore oser s'opposer aux fausses représentations d'elle-même? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes.
Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.